On a la chance d'avoir Denis Savoie avec nous. Bonjour. Bonjour à toi. Je t'ai mis co-hôte, donc normalement tu pourras partager ton PowerPoint. Je vais te laisser te présenter. Ceux qui connaissent Insight te connaissent peut-être. Et peut-être que certains ne connaissent pas le mot gnomon. Il faudra peut-être se poser une petite question là-dessus. Mais en tout cas, ça va être passionnant. Et juste à la suite de ton intervention, il y aura la présentation d'élèves qui ont travaillé sur ce fameux gnomon. Donc, vous allez pouvoir avoir des élèves qui mettent en pratique ce que tu as fait sur Mars et pouvoir faire ça dans la cour de récré. Voilà. Donc moi, je suis astronome et historien des sciences à l'Observatoire de Paris et à Univers Sciences. Et est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Parfaitement. Bien. Alors, le gnomon, en fait, on va dire, c'est l'instrument le plus élémentaire de l'astronomie. C'est un simple bâton. Vous voyez d'ailleurs un martien là, qui tient un gnomon dans sa main gauche. Et donc, c'est l'instrument le plus ancien, à partir duquel les Babyloniens, les Grecs, jusqu'à, on va dire, récemment, ont déterminé les constantes de l'astronomie, c'est-à-dire la latitude, l'obliquité de l'écliptique, tous ces paramètres-là. Donc, moi, dans la mission InSight, j'ai été d'emblée, je vais revenir impliqué parce que c'est posé le problème de la détermination du nord géographique sur une planète dépourvue de champ magnétique. Alors, le principe du gnomon, il est très simple. Le plus simple, vous le voyez, c'est celui qui se trouve place de la Concorde à Paris. Donc, c'est un obélisque. Je signale au passage que les obélisques chez les Égyptiens n'ont jamais servi de cadran solaire ou de gnomon puisqu'ils sont placés contre les temples. Et donc, cet obélisque projette une ombre que vous voyez au sol et on va s'intéresser à la fois à la direction de l'ombre et à son extrémité. Si on fait passer par le pied de cet obélisque un système d'axes orientés, c'est ce que vous montre le schéma de gauche. Vous voyez que si vous connaissez l'angle que j'ai appelé A, qui s'appelle l'azimut du Soleil, eh bien vous pouvez à un moment donné déterminer la direction du nord géographique. Donc c'est le principe qu'on va utiliser sur la planète Mars. Alors, il faut dire que ce n'est pas si novateur que ça, parce que les missions lunaires Apollo, qui entre 69 et 70 ont été sur la Lune, ont été confrontées au même problème. Vous savez que ces missions Apollo ont déposé à la surface de la Lune des sismomètres, mais aussi des réflecteurs laser qui sont toujours utilisés, et quantité d'autres instruments qui nécessitaient de connaître leur orientation par rapport au nord géographique lunaire. Or, la Lune et Mars partagent un point commun, elles n'ont pas de champ magnétique. Et quand bien même, de toute façon, on aurait un champ magnétique, vous savez que la direction du nord magnétique ne coïncide pas avec le nord géographique d'une planète. C'est le cas, par exemple, sur Terre. Donc, les gens de la NASA se sont posés dès les années 60 la question comment orienter un sismomètre sur la Lune. Eh bien, ils vont utiliser pour cela un gnomon. Là, vous en voyez un exemple. C'était un sismomètre qui était posé par Apollo 15. Donc là, il y a sa chambre, enfin, sa robe de protection qu'on voit. Et au centre, en fait, c'était un fil à plomb avec une mire circulaire qui était manipulée par le cosmonaute. Alors, l'avantage sur la Lune, c'est que les ombres se déplacent extrêmement lentement, puisque vous savez que, grosso modo, le Soleil parcourt 180 degrés en à peu près 15 jours. Donc l'azimut varie très très peu, alors que nous, c'est 180 degrés en 24 heures sur Terre, hein, enfin en 12 heures pratiquement. Ce qui fait que le cosmonaute, plutôt l'astronaute, réglait la direction de sa mire par rapport à l'ombre du gnomon que lui indiquait la NASA. Et c'est comme ça que tous les sismomètres de la surface lunaire ont été orientés. On a une excellente précision, là, elle est inférieure au degré. Sur Mars, on va utiliser la même chose. Vous savez que InSight va se poser au mois de novembre 2018, le 26 novembre, dans une région un petit peu située au nord de l'équateur, entre environ de 4,5 degrés de latitude nord et 135 degrés de longitude est. Alors, c'est une position qui, d'un point de vue astronomique, peut être ennuyeuse parce que, comme on est dans une zone intertropicale, le Soleil peut être au sud, au zénith ou au nord de InSight. Heureusement pour nous, ou plutôt pour moi, il était à cette époque-là au sud. On va y revenir. Alors,
la NASA s'est donc dit, pour déterminer le nord géographique, ce qui est utile pour le sismomètre SAIS, hein, pour interpréter les ondes sismiques, vous savez, il faut connaître l'orientation par rapport à la direction du nord géographique de la planète. On a muni, et c'est ce que vous voyez ici, le haut du sismomètre SAIS d'une mire, et on va utiliser comme gnomon la pire des choses, c'est-à-dire le bitonio, j'appelle ça comme ça, le bitonio préhenseur. Vous voyez, c'est l'espèce d'instrument là, avec une forme circulaire qui permet au bras articulé préhenseur de prendre SAIS qui est à la surface de InSight et de le déposer au sol. Alors, on a donc fait autour de ce bitonio préhenseur une mire qui pouvait permettre une double lecture. À la fois une lecture de l'azimut avec des secteurs angulaires de 5 degrés qui étaient décalés, et vous voyez tout un ensemble de cercles, on en a 4 en fait, qui permettent de mesurer la hauteur. On a donc une double lecture, azimut du Soleil et hauteur. Alors, le gnomon, je l'ai dit, c'était le pire qu'on pouvait imaginer, parce qu'il n'a pas du tout la forme requise. D'abord, il a un bord qui est, vous le voyez, légèrement arrondi, ce qui fait que c'est très problématique pour estimer, on va le voir, le sommet de l'ombre. Alors néanmoins, on avait utilisé, en faisant des calculs assez savants, le bord de cette ombre pour déterminer, vous voyez, la hauteur du Soleil. Par exemple, si le sommet de l'ombre tombait sur le premier cercle, eh bien, ça veut dire que la hauteur était d'environ 56 degrés. Sur le deuxième cercle, vous voyez 42 degrés, etc., etc. Alors, Mars a des caractéristiques astronomiques qui sont quand même différentes de la Terre, parce que c'est bien beau d'utiliser un gnomon sur Mars, mais il faut savoir déterminer l'azimut et la hauteur du Soleil sur la planète, ce qui est une autre paire de manches. Vous savez que la période de révolution de Mars, c'est à peu près 686 jours. J'ai mis entre crochets pour la Terre, 365 jours. Sa période de rotation sidérale, c'est 24h37. Nous, c'est 23h56. La durée du jour solaire moyen sur Mars, c'est de 24h39, alors que nous, c'est 24 heures. Et enfin, 2 paramètres qui sont tout à fait essentiels. L'inclinaison de l'axe de rotation de Mars est de 25 degrés 11 minutes. Chez nous, c'est 23 degrés 26 minutes. Donc, on a 2 degrés d'inclinaison supplémentaire. Et surtout, une orbite fortement excentrique, puisque l'excentricité vaut 0,09. Alors que sur Terre, c'est quasiment un cercle. Alors, c'était une chance dans l'histoire, vous savez, c'est comme ça. C'est grâce à cette forte excentricité que Kepler a pu déterminer ses lois. Et donc, il a fallu établir, avant d'envoyer ce gnomon, une théorie du mouvement du Soleil sur Mars. Alors, je précise au passage qu'il y a une équation du temps sur Mars. Vous savez que l'équation du temps traduit la différence entre le temps solaire moyen et le temps solaire vrai. C'est un concept qui remonte à l'Antiquité, puisqu'on sait que Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, avait déjà compris ce principe, à savoir que le temps solaire n'est pas un temps uniforme, et sur la Terre, l'équation du temps varie à peu près de moins 16 minutes au mois de novembre à plus 14 minutes au mois de février. Sur Mars, c'est très différent, en raison d'une part de la forte excentricité, qui est le terme majeur, alors que sur Terre, c'est l'obliquité de l'écliptique qui est le terme majeur. On a une équation du temps qui varie de moins 40 minutes à plus 50 minutes. Donc c'est considérable, et évidemment, il faut savoir la calculer quand on s'intéresse au gnomon. Alors, comment ça se traduit concrètement, cette histoire d'équation du temps? Là, je vous ai mis à droite une image réelle, c'est-à-dire qui est prise d'ailleurs dans la salle Cassini de l'Observatoire de Paris. Vous savez qu'au premier étage de la salle Cassini d'Observatoire, il y a une méridienne qui était faite au XVIIIe siècle par Jacques Cassini. Et donc, si vous prenez tous les jours à midi moyen une image avec un appareil photo, c'est ce qu'on a fait là, c'est un photographe qui s'appelle Raphaël Dalla Porta qui l'a fait, et vous obtenez, oui, cette courbe en 8 qui traduit en fait l'équation du temps, c'est-à-dire la différence entre le temps solaire moyen et le temps solaire vrai. Sur Mars, à gauche, je vous ai montré la même chose, mais c'est à une allure très différente. Si un jour on construit une méridienne sur Mars, à peu près à la même latitude que l'observatoire, avec un œilleton placé à 10 mètres, et vous voyez qu'au milieu, vous avez la méridienne de temps solaire vrai. Donc, quand la tache de lumière tombe dessus, on lit le midi vrai local. Mais si vous voulez lire le midi moyen,
eh bien, la courbe n'a plus du tout l'aspect d'un 8, mais d'un patatoïde qui traduit donc les variations considérables de l'équation du temps sur Mars. Alors, pour construire une théorie du mouvement du Soleil sur Mars, j'ai utilisé en fait une théorie qui est assez connue, qui a été utilisée dans les éphémérides françaises jusque dans les années 2000. C'est la théorie VSOP 87, qui était construite par un mécanicien céleste qui s'appelait Pierre Bretagnon et qui donne la position de Mars autour du Soleil, on appelle les coordonnées héliocentriques, avec une très haute précision. Avec quelques petits changements de repères sur lesquels je ne vais pas m'étaler, on a donc construit avec mon collègue Andy Richard une solution du mouvement du Soleil sur Mars, ce qui évidemment implique de prendre tous les paramètres de l'orbite martienne, y compris évidemment l'obliquité, l'excentricité, la précession, la nutation, etc., etc. Donc on a finalement construit une solution extrêmement précise du mouvement du Soleil sur Mars. Il suffit de me donner l'heure sur Terre et je vous dis sur Mars quelle est la hauteur et l'azimut du Soleil. Et on a une précision qui est d'à peu près une seconde d'angle. On a également pris en compte dans le calcul de la position du Soleil l'aplatissement de Mars. Vous savez que la Terre est aplatie, mais Mars est beaucoup plus. Et donc, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle la latitude planétocentrique et la latitude planétographique. Qui tient compte de l'aplatissement. L'aplatissement qui n'affecte que les latitudes, ça n'affecte pas les longitudes. Donc, par exemple, InSight s'est posé, ce que vous dit la NASA, à 4 degrés 30 minutes de latitude nord, mais si vous tenez compte de l'aplatissement, ça fait une latitude planétographique de 4 degrés 33 minutes. Donc, vous voyez que ce n'est pas négligeable. Donc, on a construit cette théorie très, très précise qui nous donne une précision d'à peu près 1 seconde sur 3000 ans. Bon, c'est hors évidemment de notre intervalle, mais c'était amusant de le faire. Et du coup, on a pu calculer évidemment de façon très précise la position du Soleil par rapport à InSight. C'est ce que montre cette courbe. Parce qu'on a regardé que lorsque InSight s'est posé le 26 novembre 2018, le Soleil était bien dans l'hémisphère sud martien. Il allait franchir l'équateur le 23 mars 2019. À ce moment-là, c'est l'équinoxe sur Mars. Il est passé au zénith de InSight le 14 avril 2019 et ensuite il est au nord. Donc c'est très important parce que quand vous jouez avec les ombres, il faut savoir où est le Soleil, s'il est au nord, au sud ou au zénith. Le zénith étant la pire des solutions, bien sûr. Alors voilà ce qui s'est donc passé le 1er janvier, en fait, sur la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2019. Donc je me suis déplacé à Los Angeles, au JPL, à Pasadena. C'était un peu stressant et la NASA m'avait dit on va vous donner 10 images et vous avez quelques heures à partir de ces 10 images qui vont arriver en direct pour déterminer la direction du nord géographique martien, parce qu'ensuite on va recouvrir le sismomètre d'une cloche de protection. Donc vous voyez, ces photos sont prises en fait par la caméra qui se trouve au bout du bras articulé. Donc voilà une photo qui m'arrivait. Vous voyez le sismomètre là avec le petit bitonio et son ombre. Donc quand on fait un zoom sur ce bitonio, vous voyez que le premier travail pour moi consistait d'abord à déterminer, c'est le trait rouge que vous voyez, la direction de l'ombre, le sommet de l'ombre. Ça c'est très difficile parce que je l'ai dit, le bitonio est circulaire et déterminer le sommet d'une ombre circulaire, ce n'est pas forcément facile, d'autant plus qu'il faut tenir compte d'un effet de parallaxe, car vous voyez que l'appareil photo était situé non pas au zénith du bitonio, mais il était un petit peu latéral, ça provoque une déformation de l'image. Donc dans un premier temps, j'ai déterminé la direction du sommet. Ensuite, comme je connaissais l'heure de prise de vue de la photo, j'en déduisais l'azimut du Soleil. Et grâce au segment, vous voyez, qu'il y a sur la mire, je reportais dans la bonne direction, bien sûr, il ne faut pas se tromper, la direction du nord géographique. Et là, je vous ai indiqué par une lettre, vous voyez, c'est N. Donc, j'ai fait ça pour chaque image. Ça demande à peu près 1 heure et demie de travail sur chaque image. C'est très délicat. Et j'ai été aidé par un de mes collègues, Marc Goutaudier, qui avait fait de son côté une simulation avec un logiciel de ray tracing qui s'appelle POVRay. Donc, le ray tracing, vous voyez, c'est un vrai lanceur de rayons. Et on comparait l'image obtenue par le ray tracing, dans lequel on avait intégré la théorie du mouvement du Soleil sur Mars, à celle que l'on observait qui nous arrivait au JPL. Et c'est comme ça qu'on a pu
déterminer le nord de façon précise. Il faut préciser une chose, c'est qu'en amont, avec mes collègues, on avait déterminé les sources d'erreurs potentielles qui pouvaient nous arriver. Alors, par exemple, vous voyez, comme on ne connaissait pas trop la définition à l'époque en 2018 des images, on s'était dit que ça va être difficile d'estimer le sommet si l'image est très dégradée en qualité. Donc, on s'était dit qu'il y aura peut-être une erreur de 1 degré. On pouvait y avoir aussi une incertitude sur la position en latitude et en longitude de InSight. Et parce qu'évidemment, il faut calculer l'azimut, et l'azimut dépend de la latitude du lieu, en plus de la déclinaison du Soleil, et il dépend aussi de la longitude. Donc, on s'était dit, si on a une incertitude sur les valeurs géographiques de InSight, ça va se répercuter dans l'azimut. On peut avoir également une erreur sur le temps de transmission, c'est-à-dire sur le timing des images qui nous était donné en temps UTC. Donc, UTC, c'est temps universel coordonné, que l'on transforme en temps solaire martien. Et puis, on avait, c'était le plus inquiétant pour moi, une erreur due à la non-verticalité du gnomon, parce qu'il suffisait que le sismomètre soit un petit peu incliné pour que ça modifie évidemment la direction de l'ombre du bitonio sur la mire. Toujours est-il que voilà le résultat final. Donc, on a 8 images qui m'ont été envoyées par la NASA. Et donc, sur chaque image, j'ai pu déterminer. Alors, vous voyez, l'image en haut, c'est l'image telle que je la reçois. Ensuite, je fais un zoom sur l'image. Et à droite, je donne la comparaison avec le logiciel Povray. Donc, pour chaque image, je connais le temps universel coordonné sur Terre. J'en déduis le temps solaire moyen sur Mars, le temps solaire vrai. Et après, je ne rentre pas trop dans les détails. J'en déduis donc les coordonnées du Soleil et finalement l'azimut, la hauteur du Soleil et la longueur de l'ombre. Et j'ai fait ça pour donc 8 images, en fait un peu plus. J'en ai pris que 8 finalement qui m'ont semblé intéressantes. J'en ai pris une également au méridien. Je pense que c'est ce qu'ont fait beaucoup d'élèves parce qu'évidemment, c'est la solution la plus pratique. Au cours de la journée, l'ombre passe par un minimum. À ce moment-là, elle est la plus courte possible. Le Soleil dans la direction du sud géographique et donc l'ombre indique exactement le nord ou le sud. Mais c'est un point très particulier et le passage au méridien qui n'est pas forcément approprié parce que lorsque l'on est dans les zones intertropicales, ce qui est le cas de InSight, l'azimut varie extrêmement vite au moment du passage au méridien, qui fait qu'une petite erreur sur la position de l'ombre a des grandes conséquences sur l'azimut. Quand on fait le bilan, eh bien, j'estimais avoir obtenu une précision à peu près à 2,5 degrés près. Alors, c'est peut-être un peu moins, en fait. Je pense que j'ai obtenu 1,5, 2 degrés. Mais bon, il ne faut pas non plus être trop arrogant. Et du coup, j'ai donné cette orientation à mes collègues ingénieurs du CNES et de la NASA qui ont pu eh bien, orienter correctement SAIS par rapport aux nœuds géographiques de la planète. C'était fait très rapidement. Et ensuite, on a recouvert le sismomètre d'une cloche de protection de poussière et depuis il fonctionne parfaitement. Pour une prochaine mission martienne, on va dire, voilà ce qui serait idéal, non plus un bitonio préhenseur. L'idéal, ça serait de prendre une boussole solaire, parce que ça existe. En voilà un exemple là. C'est celle qui a été mise au point par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui équipait des jeeps et des bombardiers dans le Sahara, où il y a des anomalies magnétiques. Et donc, il s'était dit, le magnétisme n'étant pas fiable, il faut utiliser le soleil pour s'orienter. Et donc, toutes ces jeeps avaient des boussoles solaires de type Abrams. Donc, on pourrait très bien imaginer ce type de boussole solaire, qui reprend d'ailleurs le principe du cadran solaire analématique. Et puis, pour conclure, vous avez peut-être entendu parler qu'il y avait d'autres missions spatiales comme Spirit et Opportunité qui avaient ce qu'on appelle des Mars Dial, c'est-à-dire des cadrans solaires martiens. Il n'en est absolument rien. Ce ne sont pas des cadrans solaires, ce sont des œuvres d'artistes qui permettent d'étalonner déjà les couleurs et qui n'ont absolument pas une fonction astronomique. C'est bien pour la première fois le gnomon de InSight qui a servi à faire une détermination astronomique de cet atterrisseur. Voilà. Merci Denis, c'est passionnant. On ne s'en rend pas compte finalement. On se dit on a des données martiennes, on a nos relevés de courbes et on se dit bah oui, le nord c'est facile à déterminer et finalement il faut réfléchir à où se situe le nord.
Bravo pour tout ce travail et pour la présentation. Vraiment. Y a-t-il des questions parmi les participants? Oui, il y a une question. Thomas. Ouais, c'est une question, c'est un peu technique. En fait, je me suis amusé à créer un petit programme pour calculer l'azimut et la hauteur du Soleil. C'est par rapport au traitement d'image que je fais des photos de Mars. Et je me suis basé, bon, c'est sur des programmes qu'utilisent Emmerich Spiga ou LMD, qui m'avait envoyé, et sur des algorithmes de Allison et McEwen. Donc voilà, c'est un peu technique, mais je voulais savoir le travail que vous avez fait, à quel point ça améliore la précision de ces calculs. Alors, j'ai montré que les calculs de M. Allison étaient erronés. D'accord? Papier, il a mis un terme, il a fait un développement limité, il s'est trompé dans son développement, notamment dans la déclinaison. On a des écarts non négligeables. Voilà. Bon, alors c'est évidemment VSOP, là c'est très technique. Hein, Ouais, soyons, ouais, ouais. voilà. Mais bon, alors ça dépend de quelle précision vous cherchez. Hein. Mais la théorie de Allison, qui est évidemment une théorie très simpliste, c'est bête parce qu'il y a juste un terme à corriger pour que ça soit correct. Ouais, non, moi c'est à la minute près, hein, donc c'est pas du tout une seconde pour 3000 ans. D'accord, non, non, À la mais minute bon, près, c'était ce que me donnait la théorie. C'était pas du tout utile de faire une seconde sur 3000 ans, mais VSOP étant très précise. Ah ouais, ok, merci. Bah, j'irai votre papier pour voir un peu. D'accord, pas de problème. Merci. Pas d'autres questions? Ben moi, j'en aurais une. Denis, il va y avoir bientôt Chloé qui va prendre la parole, qui est élève en quatrième. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu faisais en quatrième? Est-ce que déjà tu pensais au gnomon et à des choses techniques comme ça? Alors d'abord, j'étais un très mauvais élève. Je suis la négation du système scolaire français. J'ai gardé un très, très mauvais souvenir de mes professeurs, qui étaient mauvais pour la plupart. Et en quatrième, c'est plutôt en troisième, j'ai fait un camp d'astronomie et c'est là que j'ai eu le déclic. Voilà. Et donc, quand on fait l'astronomie, on peut l'aborder de plein de façons, par la cosmologie, par l'observation des planètes, par plein de choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'est tout de suite ces objets-là qui utilisaient le Soleil, les cadrans solaires, qui sont des objets faussement simples, parce que quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il y a des mathématiques, il y a de la physique, il y a de l'astronomie, ça devient rapidement très intéressant. Et ce qui m'amusait avec Insight, c'était d'utiliser un instrument qui remonte aux Babyloniens, puisque le gnomon est attesté au moins 2000 ans avant Jésus-Christ par les Babyloniens, utiliser un instrument très rudimentaire sur un concentré de technologie pour trouver le nord. De là à dire que le gnomon, c'est l'instrument d'avenir pour la conquête spatiale, je n'irai pas jusque-là, mais c'était assez amusant. Donc en quatrième, non, plutôt en troisième. J'ai commencé à faire l'astronomie en troisième. Ben, peut-être que deux élèves ont une année d'avance sur toi. D'ailleurs, merci à Diane Carrère, qui est leur prof de SVT, mais qui m'a dit qu'elle ne souhaitait pas prendre la parole. Elle laisse ses élèves se dépatouiller sur leur première visio. Donc, on va être indulgent avec eux. Chloé et Andrea, c'est à vous. Et je suis sûr que M. Savoie va écouter avec beaucoup d'attention ce que vous allez dire.